le procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt. Je sais le faire. Mais en devoir, je ne vais pas forcément le faire. Parce que ça va me prendre du temps, parce qu'il y aura potentiellement des erreurs de calcul, et que peut-être que dans le sujet, il y a d'autres choses sur lesquelles je saurais mieux m'exprimer pour obtenir plus de points. Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour parler de stratégie pour le devoir surveillé. Alors cette émission fait suite à toutes les autres émissions que j'ai déjà réalisées pour les devoirs surveillés et pour les écrits de concours, et tu retrouveras ces informations dans la fiche d'information que tu pourras trouver probablement en haut à droite sur le bouton qui est estampillé avec un i minuscule. Aujourd'hui, je vais te parler de la manière dont appréhender une épreuve de mathématiques chronométrée, cela afin de maximiser le nombre de points obtenus. Alors ici, il faut réaliser que je vais pas te présenter une manière de travailler, mais seulement une manière d'optimiser une performance à un moment donné de l'année avec les connaissances dont tu disposes déjà. Et donc le travail que je vais te proposer, la stratégie que je te propose ici pour les devoirs surveillés, se doit d'être complété, parfois d'une manière orthogonale à ce que je propose ici, par d'autres méthodes que j'ai déjà développées dans d'autres émissions. Le premier point dont je vais te parler aujourd'hui, c'est la question. Parce que je vais développer ici 3 stratégies, essentiellement une en réalité, pour optimiser la performance. Et pour cela, en fonction de l'épreuve, il te faut répondre à une seule question. Combien de temps penses-tu pouvoir enchaîner les questions sans trop avoir de problème si tu avais tout ton temps devant toi? Alors ça va dépendre de beaucoup de choses. Ça va dépendre de l'épreuve, de sa longueur, de sa difficulté, de ta lecture du sujet, de ton expérience aussi, et de ton niveau en mathématiques bien entendu. Maintenant, à force d'entraînement, normalement tu devrais avoir une idée assez précise pour savoir si un sujet est de ton calibre ou pas. Donc je donne un exemple très simple, juste pour illustrer. Tu peux savoir que par exemple les sujets centrales, c'est ton niveau et c'est là où tu as l'impression qu'au bout des 4 heures, tu as fait tout ce que tu pouvais faire. Tu as les sujets E3A que tu démontes parce que tu as vraiment l'habitude de les voir et tu arrives même à répondre à certaines questions de tête. Et de l'autre côté, tu as les sujets ENS où tu sais que ça va quand même être à la lutte et que tu vas devoir passer du temps à chercher des questions qui sont résolument plus difficiles que ce que tu as l'habitude de faire. Alors justement, pour détailler bien ce point-là, puisque c'est l'essentiel pour baser la stratégie ensuite, je vais prendre l'exemple d'une épreuve de 4 heures. Dans le premier cas, l'épreuve elle va être très difficile pour moi, et on va dire que je tiendrai 2 heures avant de lutter. Dans le deuxième cas que je vais présenter, j'aurai à peu près tout fini ce que je sais faire en 4 heures. Et dans le dernier cas, je pourrais tenir 6, 7, 8 heures à enchaîner les questions tout en sirotant une noix de coco. Et donc c'est pour chacun de ces cas que tu rencontreras peut-être tous en fonction des contextes, à un moment de l'année ou en fonction des épreuves, que je vais partager avec toi une stratégie. Alors on va commencer par la plus simple, c'est la stratégie de la noix de coco. Alors c'est le cas où le sujet est plus facile que ce que tu as l'habitude de faire. Donc en lisant le sujet, tu vas comprendre exactement ce qu'on te demande de faire, tu vas arriver même à avoir des idées de réponses à simple lecture. L'important à comprendre ici, c'est qu'il s'agit d'un concours de vitesse. Et c'est très important d'avoir ce mot-là en tête. Et je vais t'expliquer pourquoi dans l'exemple suivant. C'est-à-dire qu'un bon nombre de mes meilleurs élèves ont, au début de l'année, un problème d'adaptation. Ils ont l'idée d'enchaîner les questions dans l'ordre, ce qu'ils font, jusqu'à tomber sur une question qui va être plus difficile, sur laquelle ils vont insister, et puis ensuite passer à la suite. Et à la fin, peut-être qu'ils l'ont réussi, cette question-là. Mais ils vont être passés à côté de bon nombre de questions faciles qui étaient disponibles plus loin dans le sujet. Et donc ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de savoir faire une question pour la réaliser en devoir surveiller. Il y a une question de rapport entre les points obtenus et le temps qu'on y passe. Peut-être que ces élèves-là ont obtenu 4 points sur la question difficile en 3 quarts d'heure. Mais peut-être qu'en 3 quarts d'heure, ils auraient pu gagner 6 points en faisant des questions faciles plus loin dans le sujet. Alors la solution, elle est très simple, c'est que je propose ici si le sujet est constitué de plusieurs exercices, de ne surtout pas s'arrêter sur les questions difficiles dans un premier temps et de passer directement à la suite. Alors bien sûr, si à l'issue de cela, le temps est écoulé, du coup c'est probablement qu'il va y avoir une performance optimale, et sinon il s'agira de revenir aux questions difficiles par la suite. Alors le but c'est justement de pas tomber dans le piège de s'entêter sur une question qui est difficile sous prétexte qu'on saurait la faire en temps illimité. Ça néglige totalement le fait que le temps est justement limité. Donc ça m'est arrivé pas mal de fois de sauter une question, sachant très bien que je saurais la faire, mais soit que ça m'aurait pris trop de temps, soit que j'ai vraiment pas l'habitude de le rédiger et que je vais me faire démolir sur la rédaction et que ça va pas être rentable du point de vue du temps passé et du nombre de points obtenus, et pour d'autres raisons encore. Alors bien sûr,
Insister sur les questions difficiles, et c'est ce que je disais dans l'introduction, c'est un très bon moyen pour devenir fort en mathématiques. Et je recommande vraiment ça à tout élève qui veut devenir très fort. À l'issue du devoir surveillé, il faut continuer à chercher les questions difficiles sur lesquelles tu as bloqué sur le moment. Mais pour une performance, le moment donné de la performance, du devoir, de l'écrit de concours, ça passe complètement à côté. Et un avertissement, cela dit, c'est pas parce que je parle ici de vitesse, parce que je vais conclure ici dans ce cas de la noix de coco, dans le cas entre guillemets où c'est trop facile, c'est pas parce que je parle de vitesse que je parle de questions mal argumentées. Ce travail de vitesse, il est soutenu par un travail intense de rédaction, d'expression écrite et d'exercice pour permettre une exécution rapide des questions tout en obtenant tous les points. Donc pour résumer ce point-là, un concours de vitesse, une considération importante pour le rapport point obtenu temps passé, et on n'hésite pas à sauter les questions difficiles pour pouvoir optimiser le nombre de points obtenus à la fin du devoir. Le deuxième type d'épreuve dont je vais te parler, c'est l'épreuve qui est de ton calibre. Ça, c'est l'épreuve qui est idéale. Tu sais qu'en général, dans le temps imparti, t'arrives à faire la plupart des questions que t'aurais su faire en temps long, et tu as même un peu de temps à la fin pour tenter quelques questions difficiles. Alors pour ça, et c'est la méthode en fait qui va généraliser les 3 scénarios que je t'ai proposés ici, je te propose 3 étapes. La première, c'est de réaliser les questions de ton calibre sans forcément insister outre mesure sur les questions difficiles. Comme dans le cas précédent, c'est pas parce que tu sais faire une question qu'il faut la faire. Il est question ici de temps passé et de probabilité d'erreur. Par exemple, je peux te dire que je sais mettre en œuvre le procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt. Je sais le faire. Mais en devoir, je ne vais pas forcément le faire. Parce que ça va me prendre du temps, parce qu'il y aura potentiellement des erreurs de calcul, et que peut-être que dans le sujet, il y a d'autres choses sur lesquelles je saurais mieux m'exprimer pour obtenir plus de points. Donc, après cette première étape, qui consiste à réaliser les questions de ton calibre, la deuxième étape, c'est de réaliser les questions indépendantes et les questions qu'on appelle de compréhension, les en déduire, les questions qui visent à conclure une partie en récoltant tous les résultats qu'on a établis jusqu'à présent. Alors certains puristes appelleront ça du grappillage, mais personnellement j'appelle ça de l'intelligence. Ça veut dire que tu es capable de comprendre ce qu'on fait. Et même si t'as pas été capable de faire toutes les étapes qui ont mené jusque-là, les points de compréhension sont vraiment très importants. Et j'aurais même tendance à privilégier ça, des élèves qui comprennent ce qu'on est en train de faire, que des élèves qui ne sont capables que d'une exécution technique. Et enfin la troisième étape, c'est que tu vas pouvoir aborder, quand tu auras fini ces 2 étapes-là, sereinement les questions difficiles. Tout en sachant que de toute façon, t'as épuisé toutes les questions faciles et toutes les questions qui sont de ton calibre du sujet. Donc tu vas pouvoir vraiment être serein et te dire, j'ai une demi-heure, je vais prendre la question difficile préférée et je vais essayer vraiment de faire de mon mieux. Enfin, la troisième type d'épreuve, c'est ce que j'appelle la lutte pour la survie. Alors cette épreuve-là, tu sais que tu vas douiller. Sur une épreuve de 4 heures, tu vas être dans les cordes au bout de 2 heures, 2 heures et demie, ou même 1 heure et demie si t'as pas de chance, et tu vas passer le reste du temps, en général, à papillonner de question en question, sans pouvoir en toucher une. Alors là, mon conseil principal, c'est de prendre ton temps sur ce que tu sais faire. Parce que bon nombre de personnes, qui potentiellement ont le même niveau que toi, vont paniquer, vont se sentir mal à l'aise, et vont manquer d'attention sur des questions qu'elles auraient su faire parfaitement, si elles étaient données dans un sujet un peu plus facile. Et pourtant, elles vont pas forcément réussir plus de questions difficiles que toi, mais par contre, elles vont en perdre plus que toi, parce qu'elles auront pas pris leur temps pour faire vraiment bien ce qu'elles savaient faire. Et je vais terminer ici, très simplement sur cet élément important, c'est que le jour du concours, celui que tu veux surpasser, c'est toi. Et si t'aimes pas cette formulation ou qu'elle te paraît étrange, imagine que tu souhaites battre le concurrent qui a exactement le même niveau intellectuel que toi et les mêmes capacités. Et c'est vraiment sur lui que tu veux faire la différence. Et si lui panique sur les questions faciles et qu'il perd 1, 2, 3, 4 points, à la fin, dans l'1 heure et demie qui te reste, il fera autant de questions difficiles que toi. Sauf que toi, t'auras 1, 2, 3, 4 points de plus que lui, parce que t'auras pris ton temps à un moment donné. Alors maintenant, je vais passer à la conclusion. Le premier point, c'est que la question de la performance mathématique, en temps limité, c'est quelque chose de différent de la capacité à faire des mathématiques sans aucune contrainte. C'est vraiment très différent, et c'est très spécifique aux conditions d'évaluation qui sont celles de l'enseignement supérieur français en mathématiques. La stratégie que je te suggère, c'est celle que j'ai suggérée dans l'épreuve de ton calibre en fait. C'est ces 3 étapes de réaliser les questions de ton calibre, puis les questions indépendantes et de compréhension, puis d'aborder sereinement les questions difficiles. Et en fait, dans le cas de la noix de coco où c'est trop facile, eh bien tu n'auras pas le temps d'accéder à cette étape 3,
Et dans le cas de lutte pour la survie, finalement, tu vas prendre ton temps sur les étapes 1 et 2, parce que tu sais que de toute façon, dans l'étape 3, tu n'arriveras pas à faire grand chose de productif au niveau des points obtenus. Alors pour se tenir à ces stratégies, là encore il y a un travail de conditionnement mental qui est important à mettre en œuvre. Alors j'en ai pas beaucoup parlé dans ces podcasts-là, mais je te donne juste encore une bribe de travail mental. C'est vraiment de t'imaginer, si tu fermes les yeux, imagine-toi le jour du concours. Il y a tout le monde dans la salle, t'as 70 personnes, le sujet arrive, et c'est un sujet qui est super compliqué, et qui tombe sur un sujet que t'as pas révisé. Toi t'as révisé de l'algèbre linéaire, tu t'es dit c'est une épreuve d'algèbre, tranquille, et ça tombe sur de la géométrie. La question c'est qu'est-ce que tu fais? Comment tu réagis? À quoi tu penses? Et donc là, moi je t'ai proposé une stratégie. Mais comment tu te sens? Qu'est-ce que tu te dis? Quelles sont les phrases qui vont passer par ta tête à ce moment-là? C'est un travail que j'aborderai un peu plus tard, mais pour l'instant je te laisse un peu là-dessus, avec cette méthode-là pour aborder le devoir surveillé. Et enfin, la dernière chose, n'oublie pas de travailler les mathématiques elles-mêmes. Parce que bien sûr, là je te parle d'optimisation d'une performance qui ne fonctionnera que si un travail de fond est réalisé. Et je te renvoie ici sur les premières émissions que j'ai réalisées à ce sujet, notamment dans la playlist Le Manuel, où tu retrouveras pour moi les fondations du travail que je demande à mes élèves en mathématiques. J'espère que cette vidéo t'a plu, et je te retrouve demain pour une émission assez spéciale, puisque ça va être ma 100e émission, et donc on va festoyer un peu avec des choses qui sont autres que mathématiques, mais où je vais revenir un peu sur ce que j'ai fait depuis le début sur cette chaîne-là. En attendant, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.